Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 2 février 2022. J'en profite encore vu qu'on est en début de mois. C'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Je vous mets tous les liens en description et en commentaire, hein. Si vous souhaitez rejoindre maintenant, c'est le meilleur moment via le Patreon justement. Quand vous rejoignez l'école, vous avez accès, c'est vrai que j'oublie hier de le préciser, mais vous avez accès à directement plus d'une 18 heures de cours, 18 heures de cours je pense maintenant, même un petit peu plus. Donc vous avez des cours sur la gestion du risque, comment gérer son risque, comment justement commencer son trading, commencer par où, et comment, des tutoriels sur TradingView, donc pour l'utilisation totale de TradingView, les indicateurs, comment configurer TradingView, comme moi, les templates, etc. Des cours sur le module de l'analyse du prix, la localisation, c'est-à-dire les Fibonacci, les creux dans le volume profile, pourquoi les creux sont puissants, comment utiliser le volume profile, comment configurer son volume profile, etc., etc. D'autres outils bien évidemment. Le momentum, donc comment utiliser les biais, les divergences, comment utiliser MACD, RSI, quels indicateurs de momentum j'utilise, qu'est-ce qu'une différence entre un indicateur de momentum sur le prix et sur le volume, comment utiliser ces différents indicateurs. Donc voilà, ici c'est les cours sur le volume, des cours sur les figures de retournement, les structures, comment identifier les bons W, les bons M, qu'est-ce qu'un W bottom, M top, comment les utiliser dans son trading, des cours sur les setups également, comment faire son propre setup, quels sont les setups qu'on aborde ici dans ces cours, comment les développer, etc., etc. Des cours sur le sentiment, la psychologie, l'order flow, enfin, on a essayé de faire absolument tout. En fait, tout ce que je vous montre dans les briefs, une fois que vous avez fait ces cours, vous êtes censé pouvoir refaire le brief à ma place. C'est vraiment le but, hein, que vous ayez absolument toutes les connaissances. Et pour ceux qui sont un petit peu intéressés par les stocks, on a aussi des cours sur les actions, donc sur le fondamental, etc., etc. J'ai aussi fait des cours sur Ishimoku et d'autres cours, hein, des tutoriels sur Coinalyse, etc., etc. Mon collègue a fait récemment un cours sur le COT, donc pour lire comment les institutions sont positionnées, etc., etc. Donc n'hésitez pas, vous avez accès directement à ces heures de cours dès que vous rejoignez l'école. Alors du coup aujourd'hui Bitcoin bien évidemment comme d'hab la base du brief, Ethereum aussi qui est un petit peu plus bullish que le Bitcoin, on a vu ça hier mais on va revenir sur ça aujourd'hui et promis, je vous avais promis Solana pour aujourd'hui, j'ai complètement zappé hier donc on fait Solana aujourd'hui promis. Alors du coup le Bitcoin toujours dans la zone de combat, on attend vraiment le breakout des 38 960 $, faut absolument breaker avec un vrai breakout, pas une simple mèche ici comme on a fait hier, donc là faut vraiment tac breaker pour déclencher un short squeeze. On avait vu ça sur les contrats dérivés juste hier. Je vous remontre rapidement sur du court terme. Alors, donc ça c'était Ethereum, on va revenir sur Bitcoin, x6 divisé par 6 pour ceux qui me demandent, hein, je le redis souvent, mais ça me permet d'avoir des charts différentes sans changer ici de layout, hein, sans faire load, chart, etc., etc. C'est une petite astuce, ça peut vous servir aussi quand vous n'avez pas un TradingView premium. J'en ai un, mais bon, je le fais quand même, ça fait gagner de l'espace, pas besoin d'avoir 6000 charts. Alors, du coup, on est venu chercher la liquidité hier, quand on est venu faire on est venu chasser les précédents sommets. Et ce qu'il ne faut surtout pas, c'est reprendre une dynamique haussière depuis qu'on a fait ça, parce que ça voudrait dire qu'on est juste venu en fait chasser les stops et qu'on reprend une dynamique baissière. Donc en gros, ici on est des mecs qui sont venus en fait capturer la liquidité pour venir shorter le marché ici. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que voilà, on reprend une dynamique baissière et on refait une attaque baissière. On avait vu également ensemble hier, et je reviens dessus parce que c'est toujours d'actualité, la box violette, c'est pas ici, c'est peut-être là-bas. Ah non, elle s'est supprimée, c'est dommage. Et je vais vous remontrer ça. En gros, on avait vu ensemble qu'il ne faut pas retourner trop sous ces zones de prix ici. Pourquoi ça? Parce qu'on a eu une grosse hausse de l'open interest, on a beaucoup de longs et de shorts qui se sont déclenchés. Et tant qu'on est au-dessus environ de la zone des 38 200 $, c'est les shorts qui sont sous pression. C'est-à-dire que les shorters sont sous pression, ils ont la tête sous l'eau actuellement. Un mec qui est en short, il voit actuellement son profit and loss, ok, être dans le négatif. Et donc c'est un mec qu'on peut faire souffrir si on fait monter le prix. Ça veut dire que le mec va être en perte, et plus il va être en perte, plus il va être, euh, enfin, plus on va être apte à pouvoir le liquider ou à le stopper. Il y a un short qui se fait liquider ou qui se fait stopper, ça fait une pression acheteuse, parce qu'un short qui se clôture, c'est un rachat. Donc c'est ce qui crée une pression acheteuse, ok? Et donc hier, ce qui s'est passé, là c'est pour ça que l'open interest, enfin la lecture de l'order flow et de l'open interest est très très importante ici. On voit que justement, lors des tentatives de cassure de résistance des 39 000 $ environ, l'open interest s'est mis fortement à monter. Et ici également. Et ça s'est mis à monter avec un ratio long qui montait également. Donc là, on a l'information, si je dis pas de bêtises, attendez, on va vérifier. Midi 45, 15h15, on va vérifier ça ici. Midi 45, 15h15. Non, ici ça baissait un petit peu, ok. Ça baissait un petit peu. Donc on a et des shorts et des longs ici qui se sont déclenchés. Et quand on va rezoomer derrière, ici, même scénario de 17h jusqu'à 18h, on va revérifier également niveau du ratio de 17h
jusqu'à 18h, également le ratio qui remonte un petit peu. Donc ici, il y a des mecs qui ont tenté de shorter la résistance, mais aussi qui ont acheté. Dites-vous que quand l'open interest monte, il n'y a pas que des shorts et il n'y a pas que des longs, il y a les deux. Quand j'ouvre un short, c'est que j'ouvre un long en face. Enfin, quand moi j'ouvre un short, si l'open interest monte, c'est que j'ai permis à quelqu'un d'ouvrir un long en face. Si j'ouvre un long, c'est que quelqu'un a pu ouvrir un short en face. C'est pour cela que ici, au niveau de la résistance, il y a et des longues et des shorts qui se sont déclenchés. Donc s'il y a beaucoup de longues qui se déclenchent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chasser ces longues. Et là, ce qu'on a vu du coup derrière, c'est que vu qu'on a échoué au niveau de la cassure de la résistance, derrière l'open interest a bien dégonflé. Donc ceux justement qui sont venus entrer ici, là, qui sont entrés ici, sous la résistance pour tenter le breakout, mais ils ont été découragés très très probablement parce que l'open interest il a bien chuté derrière. Donc là il y a et des longues et des shorts qui se sont clôturés. Mais c'est bien, ça veut dire que ceux qui ont tenté le breakout sous la résistance, entre guillemets, ils ont capitulé, ils se sont dit what the fuck, ça casse pas, je sors. Donc là il y a beaucoup de longues qui sont sorties. Donc, si ces longues sont bien sorties et qu'on maintient bien les 38 200$, on a tout pour aller défoncer les shorteurs qui sont venus shorter justement sur cette montée. Et donc, ça voudrait dire qu'on puisse faire le short squeeze. En revanche, et là j'insiste vraiment là-dessus, si on commence à perdre ces zones de prix ici, à ce moment-là, on peut se rattaquer aux acheteurs. Et donc, c'est ce qui fait qu'on peut faire une pression baissière. C'est pour cela que je vous ai prévenu que la zone vraiment des 38 200$, il faut absolument la tenir. Pour l'instant, elle tient parce qu'en gros, c'est le support des vendeurs bloqués qu'on a. Et du coup, il y a un paquet de vendeurs qui sont sous pression, et si on remonte, et qu'on break out vraiment, bon bah à ce moment-là, tous ceux qui sont venus shorter ici, bye bye, merci, au revoir, liquidation et stop, on vient les chercher, et c'est ce qui donne justement de l'énergie pour continuer d'aller plus haut. J'insiste aussi sur une chose, c'est qu'on est venu chasser la liquidité, et là si on se remet à voir des M, et donc à perdre les 38 000$, ça c'est pas bon signe. Ça voudrait dire donc qu'on peut revenir vers les 37 000, 36 000$ pour nettoyer un petit peu d'acheteurs. Parce que là vraiment il y a tout pour déclencher le short squeeze, mais le marché bizarrement le déclenche pas. C'est la remarque que je me suis fait, que j'ai fait aux élèves tout à l'heure, c'est que, ok, on a le marché américain qui monte, le Bitcoin a suivi jusqu'à quelques heures encore en arrière, là on suit plus trop, et également on a tout ce qu'il faut pour faire un short squeeze. Dans le sens où on a beaucoup de vendeurs qui sont bloqués plus bas, et on a de quoi pousser. Sauf que on est venu chercher la liquidité, mais malheureusement ça rejette, et pour l'instant ça veut pas suivre. Et également on a aussi les CVD des différents exchanges spot qui sont hyper croissants, donc là vraiment il y a une pression acheteuse sur le spot qui est assez importante, que ce soit sur FTX, Coinbase, Binance, FTX, Bitfinex, pardon, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu tous les exchanges avec des CVD aussi croissants. Donc là, vraiment, il y a une volonté de vouloir breaker la résistance, mais ça ne veut pas. Donc, il y a peut-être une grosse whale qui, pour l'instant, arrive à maintenir cette zone de prix, qui fait tout pour pas que ça cède. Mais au bout d'un moment, si elle capitule, ça va pouvoir céder, justement. Donc là, c'est très bizarre, parce que le marché américain monte, et les CVD sur les exchanges spot sont fortement croissants, ce qui veut dire qu'il y a une pression acheteuse assez importante sur le spot, mais malgré ça, ça veut pas. Donc il y a quelqu'un qui doit pouvoir quand même maintenir cette zone, distribuée dans les 39. Une fois que ce mec aura plus rien à distribuer, à ce moment-là, on peut faire le breakout. Mais si on perd les 38, comme je vous l'ai dit, et qu'on instaure la dynamique baissière en court terme, à ce moment-là, c'est vraiment plus bon signe, et ça pourrait donc annoncer retest des 37 000, 36, 35, etc. etc. Donc il faut absolument aujourd'hui ou dans les prochains jours vraiment breaker la résistance ici pour aller chercher plus haut 40, 41, 42 000$. Je voulais ajouter une dernière chose au niveau du momentum court terme. Ici on a eu divergence baissière. Les divergences baissières au niveau des résistances c'est vraiment pas bon signe. Ça traduit de la consolidation dans un premier temps. Et là on a marqué un support. Si on perd ce support, pareil, pas bon signe et donc attaque baissière à venir. Donc absolument on doit tenir cette zone et aller breaker au nord. Si on perd cette zone, et que c'est pas une simple chasse au stop, un truc comme ça, à ce moment-là, si on accepte sous cette zone de prix, vraiment, ça sent la pression vendeuse et doucement mais sûrement le retest des 36, 35, etc., etc., comme on a dit précédemment. Bitcoin, pas grand-chose d'autre à dire. Ethereum, plus fort. Si, Bitcoin, dernière chose à dire, mais là, il faut changer de chart à nouveau. Hop, ici, BTC, USD, Coinbase, pareil, là, je vais encore multiplier et diviser pour avoir une autre chart. Donc j'ai fait 199 par 199 tout à l'heure, il me semble. Yes. On est au contact d'une trendline assez importante. Donc là, on a eu un contact, deux contacts, trois contacts. On est sur le quatrième contact. Plus une trendline est touchée, plus elle a de chances de breaker. Mais une trendline, c'est pas juste on la break et merci, au revoir. Non. Faut la casser et instaurer une dynamique haussière de l'autre côté. C'est-à-dire instaurer creux et sommet ascendant derrière. Pour confirmer, en fait, simplement, ce qui se passe, c'est qu'on doit confirmer le prix de l'autre côté pour que ce soit réellement bullish.
Une trendline, ça je l'explique beaucoup plus précisément dans les cours, mais elle permet de lire le momentum. Tant qu'on est dessous cette trendline, on est dans un momentum baissier. Une cassure de la trendline avec structure de l'autre côté pourrait instaurer de nouveau un momentum haussier. Donc là, surveillez bien cette trendline. Si ça break, que tout le monde devient euphorique, que vous voyez partout sur les réseaux, oui, on a breaké la trendline, bull market, machin, il y a de grandes chances qu'on fasse hop. Et à ce moment-là, si les gens sont baissiers sur le retest, là oui, pourquoi pas instaurer la structure ensuite, et là qu'on soit définitivement vraiment bullish. Mais donc là, on est vraiment sur un niveau important. C'est pour ça aussi, je pense que y a de la résilience, il y a quelqu'un vraiment qui doit bloquer justement, tout simplement, au niveau de ce contact, qui doit jouer simplement le rebond baissier. Donc pour l'instant, il bloque ici pour jouer la continuation baissière. Pas le rebond baissier, mais la continuation baissière. Donc le dead cat bounce, le faux rebond, pour une continuation baissière. Alors du coup, fini pour le Bitcoin. C'était une mise à jour assez rapide. Ethereum, du coup, plus bullish, hein, dans le sens où, on va venir ici, mais Ethereum Bitcoin, zone de rechargement, on a trouvé pour l'instant un V-bottom. Donc, zone de rechargement, les acheteurs reviennent. Hein, donc, Ethereum qui reprend de la valeur contre le Bitcoin. On est toujours dans une dynamique baissière ici en daily, c'est-à-dire que V. Donc, on aimerait voir du W. Si on voit du W, Ethereum redeviendra bullish contre le Bitcoin en daily. Et n'oubliez pas qu'en weekly, quand même, on a fait des big W weekly ici. Donc, on pourrait très bien être dans justement toujours la continuation du setup de continuation, justement, c'est-à-dire un creux, deux creux, trois creux, tac, tac, tac. Si on fait les W continuation haussière, Ethereum casse tout contre Bitcoin en 2022. Pour moi, c'est simple. Si on regagne les 0,087 sur Ethereum Bitcoin, si on vient breaker ici, c'est extrêmement bullish pour Ethereum Bitcoin et Ethereum se rapprochera dangereusement de la capitalisation du Bitcoin. Je parle pas de flippening. Hein. Je dis juste que si Ethereum arrive à breaker les 0,08009 plus précisément, on se dirigera justement vers une capitalisation plus resserrée entre les deux. C'est-à-dire qu'actuellement, on a en gros combien 328 milliards de market cap pour Ether et 726 milliards pour Bitcoin. Admettons 500 milliards pour Ether et 800 milliards pour Bitcoin. Donc vous voyez, on va resserrer les taux, ou 650 milliards pour Bitcoin s'il chute encore, et peut-être 400 milliards pour Ethereum. Mais au moins réduire un petit peu l'écart, c'est simple. Si Ethereum prend la valeur contre Bitcoin, l'écart de market cap va se réduire. Et ici, ce qu'il faut donc, c'est breaker la trendline et avoir des structures de l'autre côté également. Si on a ça, Ethereum sera plus fort que Bitcoin. Donc pour l'instant, sur le rebond de marché, Ethereum plus fort que Bitcoin. Et donc Ethereum USD, ça donne quoi? Ethereum USD a enfin breakout. Lui, hier, il a réussi à faire son breakout là où Ethereum n'a pas là où Bitcoin n'a pas réussi. Ethereum a réussi à faire le breakout que Ether a réussi à faire le breakout que Bitcoin n'a pas réussi, pardon. Donc là, c'est chose faite pour Ethereum. Et on est du coup bloqué entre l'EMA 18 et l'EMA 9. Si on break l'EMA 18 ici, on va aller au contact de la trendline, donc cette fois-ci qui est aux environs des 3100 $ jusqu'à 3000 $, ça dépendra de quand on ira taper cette trendline, ok. Si le biais redevient bullish d'ici là, ça sera assez bon signe, puisqu'on aura eu quand même petit W ici. Et si derrière on break la trendline, à ce moment-là, ce serait vraiment bon signe, on pourrait tenter d'instaurer une dynamique de l'autre côté. Donc Ethereum, quand même plus bullish que Bitcoin, parce qu'il arrive quand même à breaker son range, là où lui, Bitcoin n'arrive pas à le faire. Et également, son momentum, rappelez-vous, on avait vu ça hier, hein, mais le momentum est bullish sur Ethereum, là où sur Bitcoin, le momentum n'est pas encore bullish. Donc Ethereum, pour moi, plus fort que Bitcoin sur ce rebond. Et franchement, c'est à suivre, parce que si Ethereum continue d'être plus fort, Ethereum pourrait retracer plus fort. Et surtout, si, admettons, on est vraiment pas encore sur un top définitif du Bitcoin, etc., Ether pourrait faire un ATH plus tôt. Maintenant, je vais vraiment pas parler d'ATH pour le moment, puisque on n'est pas encore sorti d'affaires, il faut encore casser les trendlines, voir les changements de moment, enfin voir le biais redevenir bullish, etc., etc. Mais doucement mais sûrement, si ça reste ainsi et que Ethereum continue d'être plus fort, ça m'étonnerait pas qu'Ethereum puisse remonter plus fort et plus rapidement que le Bitcoin, là où il avait chuté sur la fin, surtout il me semble plus fortement que lui. Là où l'Ethereum s'est mangé ici une décote de moins 55%, Bitcoin s'est mangé moins 40 il me semble, depuis le top. Non, moins 51, donc non. Bon, Ether a quand même une décote plus importante, mais sur le rebond, Ether est un petit peu plus fort. Bitcoin il a fait un rebond de 18% pour l'instant, Ethereum il est à... On va regarder ça. Alors ma charte elle est où? Elle est ici. Ether il a déjà fait un rebond de 29%. Donc oui, Ether sur le rebond.
offre des gains plus importants. Bon, son market cap est plus faible aussi. C'est pas comparable au market cap du Bitcoin, hein, même si c'est plus trop, même si on n'a plus une différence énorme. Bon, c'est quand même, Bitcoin reste quand même 2 fois plus capitalisé que l'Ethereum tout de même. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que oui, techniquement, on voit que Ethereum a plus de jus en fait que le Bitcoin. C'est juste ça que je veux dire. Techniquement, Ether a plus de jus que le Bitcoin, là où le Bitcoin peine encore. Et donc, si Bitcoin arrive à breaker au nord, bah, Ethereum lui va apprécier et il pourrait du coup revenir très très rapidement vers les 3000 $. Donc c'est pour ça qu'actuellement, le marché est vraiment en train de faire des choses intéressantes. Et il y a une baisse aussi de l'intérêt. Ça qui est intéressant, c'est que les gens sont moins intéressés par le marché actuellement. Ils étaient beaucoup plus intéressés là-bas et lors de la chute. Maintenant qu'on est en train de poser potentiellement le bottom, les gens sont plus trop intéressés. Donc ça, c'est aussi une data intéressante. C'est ce que je constate tout le temps, même l'été dernier. Enfin, cet été, pardon, quand on a posé le bottom de cet été. Quand on était en train de faire le bottom, il y avait un intérêt complètement mort, hein. Ça, je le vois au niveau personnellement de ma chaîne YouTube, où je vois directement les stats de la chaîne qui chutent drastiquement, et actuellement, elles chutent drastiquement, parce que les gens sont beaucoup moins intéressés par le marché, alors que c'est à ce moment-là qu'on devrait justement s'y intéresser, puisque on a potentiellement les bottoms qui se dessinent. En tout cas, sur Ethereum, c'est en train de se dessiner actuellement, tant qu'on maintient les 2159 $. Et du coup, rapidement, je fais un point sur le marché US, qui lui est toujours en train de progresser. Où est-ce que j'ai la charte Alors, la charte, elle est ici. Donc le dollar index qui continue de chuter. Ça, c'est bon signe pour le marché crypto et même pour les actions et les indices, hein. Tant que le dollar index chute, c'est bien. C'est-à-dire que le dollar perd de sa force contre les autres monnaies fiduciaires, mais surtout un dollar faible traduit généralement des stocks et des indices et des cryptos fortes. Et surtout, comme on avait vu ensemble, le fait qu'on soit venu chasser juste la liquidité et qu'on réintègre, si on instaure une dynamique baissière, ça voudrait dire donc que c'était juste un exit liquidity et qu'on reprend bien une dynamique baissière, et donc ça serait vraiment bon signe pour les crypto-monnaies. Et du coup, ici le Nasdaq qui continue de pousser, donc là on va bientôt arriver en zone de rechargement de short. Une fois qu'on y arrive, là va vraiment falloir se méfier, parce que si ici on connaît faiblesse, et qu'on retourne au sud, c'est vraiment pas bon signe. Ça voudrait dire qu'on est simplement ici dans un dead cat bounce et qu'on est vraiment sur un top assez méchant. Parce que là on pourrait instaurer une dynamique baissière beaucoup plus importante. Ici on a eu un M-top, déjà c'est pas beau, mais si on fait juste le wake-off check et qu'on retourne au sud comme ça, là c'est clairement un annonciateur d'un marché qui pourrait être baissier pour l'année 2022, en tout cas du côté du marché américain, et ça les crypto-monnaies pourraient ne pas trop apprécier. En revanche, si ici on défonce complètement le top d'ici au cours des prochains jours, prochaines semaines, bon bah à ce moment-là on est sorti d'affaires et merci, au revoir, nouvelle ATH, et allons poursuivre plus haut. Ce qui pourrait être possible également. C'est pour ça que le marché américain est vraiment très important à surveiller. C'est pour ça que vous me voyez le surveiller tous les jours dans les briefs. Pour l'instant, on a un flux acheteur, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Le marché américain continue continue justement d'aller au nord, mais le Bitcoin ne veut pas suivre. Pourtant, il y a ce qu'il faut. On peut squeeze sur les contrats dérivés, mais ça veut pas. Donc il y a probablement des gens ici qui font tout pour maintenir les 39 000. Quand ces gens auront capitulé, on pourra aller breakout. À part s'ils ont vraiment l'argent pour maintenir cette zone. Et comme on l'a vu, si on commence à perdre ces zones ici, bon bah ça sent le retest baissier et le retour vers les 37, 36 000 $, etc. Sachant que, bon ça je le partage aux élèves ici, enfin je le montre aussi des fois dans les briefs, mais ça je le partage tous les jours aux élèves dans le brief que je fais avec eux. Ici on a des liquidations assez intéressantes à venir chercher dans les 36 000 sur le Bitcoin, avec des pics aussi intéressants dans les 30, etc. On peut ne pas aller les chercher bien évidemment, mais bon, si on prépare le breakout des 39 000 $, peut-être aller chercher les pics de liquidation qui nous attendent dans les 38, 38,5 et ça jusqu'aux 36 000 $ pour aller faire le breakout ensuite, parce qu'on a aussi des liquidations intéressantes dans les 45 000 $. Là-bas, 44 000 $ plus précisément. Et sur Ethereum, également ici, ou dans les 2700, il y a aussi du monde à liquider, donc ça pourrait faire justement des petits pullbacks avant d'aller chercher les 3000, 3200. Au niveau des liquidations, bien évidemment, c'est un outil qui calcule, il n'est pas fiable à 100%. J'insiste là-dessus. Et donc, pour finir, Solana. Alors, Solana, est-ce qu'on achète un marché qui est vertical et parabolique? Ça, j'ai vraiment insisté là-dessus. Non. Pareil, ici, je vous en avais parlé, pardon, mais on avait FTX qui avait tweeté un lien pour acheter du Solana sur les contrats dérivés ici. En gros, voilà, ils n'avaient pas dit venez acheter, mais ils avaient dit ça fait quoi de pas être dans le train de Solana. Bon, ça sent clairement Sam hein, qui a tout acheté là-bas et qui voulait distribuer à 200 $. Donc pas très très bon signe. Et également Mac Tyson qui avait tweeté quelque part par là Ethereum ou Solana. Bon, c'était assez bizarre. Clairement, on a dû payer des gens pour en faire la promotion, pour attirer de la liquidité, pour pouvoir vendre. Donc on sait que les gros ont distribué ici rien qu'à ces informations. Et donc, quelle serait une zone assez intéressante pour le Solana? Bon, bah, bien évidemment, zone de rechargement. Vous savez que j'insiste là-dessus, mais si vous voulez pas vous faire recter par le marché,
tracez les zones de rechargement et soyez patient. Donc ici, la zone de rechargement, elle est entre 100$ et environ 55$. Je vais être encore plus précis. Je vais venir prendre le bottom exact et le top exact. Donc, hop, et hop. Et je vais afficher les prix, comme ça vous allez avoir les prix directement. Mais ça, je disais, juste faire ça, ça je l'enseigne dans les cours, mais là je vous le montre. Juste faire ça, ça vous sauve d'acheter des tops de marché, d'acheter n'importe où. Et donc, ici on voit que c'est entre 99 et 56$. Bizarrement, dès qu'on vient en zone de rechargement, on a de nouvelles bougies vertes. Bah, c'est normal, puisque les acheteurs, les investisseurs long terme et les investisseurs surtout, les professionnels viennent acheter dans ces zones. Donc ça coûte rien d'attendre qu'on y revienne tout simplement. Et là on y est revenu et on en ressort un petit peu. Et vous savez que tout ce qui revient sous les 99$ sur Solana pour du long terme, c'est vraiment un prix qui peut être intéressant. Maintenant, on a clairement changé de dynamique ici. Le marché a fait ce qu'on appelle des M weekly. Ici on est dans des structures en M, on n'est plus dans des structures en W. W c'est haussier, bullish, M c'est bearish. Donc quand il y a des W comme ça, c'est haussier, W également c'est haussier, jusqu'à ce qu'on voit des M. Donc là, actuellement, la dynamique, la tendance de Solana, la dynamique de Solana en weekly est baissière, elle n'est plus haussière. C'est-à-dire que si vous voulez revoir un Solana haussier, il va falloir casser les trendlines. Donc déjà, on voit qu'on est dessous. Donc là, un rebond pourrait se faire justement au niveau de la trendline, au niveau des 150$, et on pourrait retourner au sud comme ça. Je dis pas que Solana va aller à 50$, loin de là. Je dis juste que techniquement, jusqu'à preuve du contraire, on est dans une dynamique baissière. Donc ceux qui font du DCA dans ces zones, sur le long terme, vous avez de grandes chances de faire du profit. Je vous le dis honnêtement, si Solana a un avenir radieux, oui, il pourra défoncer les 260 et aller peut-être à 500, voire 1000$, même plus haut. Ok. Donc si vous faites du DCA au niveau des 99$ et même plus bas, c'est intéressant. Donc dans cette zone, on peut commencer à faire du DCA, c'est-à-dire, je mets des ordres d'achat, je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais je setup déjà des ordres d'achat pour me créer un prix moyen d'achat intéressant. Ce que font les professionnels, en gros. Je vous montre par exemple dans l'order book, je pense que je peux l'avoir. Alors, ici, oui, on va aller sur Solana, on va aller voir ça sur Binance, Sol, yes, on peut regarder les ordres. Mais voilà, là c'est ce qu'ils sont en train de commencer à faire. Donc vous voyez, ici ils ont mis des gros ordres de vente, c'était pour bloquer les prix simplement, je pense que ça distribuait là-bas. Et donc là, vous voyez ici, tranquillement, les mecs posent des ordres. Donc là, je suis sur des ordres assez conséquents, hein. Plus de 10 000 Solana. Vous voyez, les mecs posent leurs ordres tranquillement, commencent leur dessert. On voit qu'il y a de gros ordres ici qui attendent aussi dans les 50$. Donc ça peut être une dissuasion, bien évidemment. C'est des ordres posés qui ne seront jamais touchés. Mais là, il y a des whales qui commencent à faire tranquillement leur DCA. Ça commence tranquillement à poser leurs ordres. Là où justement, ils faisaient je vais dire un DCA inverse, en gros, où ils vendaient sur la montée. On le voit ici, où ils mettaient de gros ordres de vente pour distribuer tranquillement dans les 160, 200$. Et ça jusqu'ici, où ils continuaient de distribuer. Et donc là, doucement mais sûrement, ça remet des ordres d'achat pour commencer à racheter. Et donc là, on voit que ça a mitraillé des ordres d'achat entre 50 et 90$. Pourquoi ça? Parce que ça correspond à la zone de rechargement là-dedans. Et c'est une zone extrêmement importante. Donc si vous voulez faire du dollar cost average, c'est-à-dire, comme j'ai dit, placer des petits ordres d'achat de temps en temps. Admettons, j'arrive à épargner 100€ par mois pour de l'investissement. Je veux mettre sur ces 100€, 30€ dans le Solana. Bah, ce que je peux faire, c'est tous les mois, 30€, 30€, 30€, ou toutes les semaines, par exemple, si je peux épargner 100€ par semaine, admettons que je vais mettre 30€ par semaine dans le Solana. Toutes les semaines, dès qu'on est en zone de rechargement, ou à chaque fois qu'on est en zone de rechargement, les 30€ que j'ai mis de côté, je peux les mettre dans le Solana. Comme ça, je me fais un DCA, j'investis dans le Solana sans risquer de faire faillite, puisque voilà, c'est l'épargne que je peux permettre d'investir dans les marchés. Et du coup, j'envoie ça dans le Solana, et tout ce qui est en zone de rechargement, si le Solana se relève, et que oui, c'est un bon pari à long terme, bon, bah, à ce moment-là, tout ce que j'aurais acheté ici, je vais pouvoir le revendre beaucoup plus haut et faire une plus-value. C'est comme ça ici que les professionnels vont agir. Ils ne vont pas acheter ici quand c'est au top, ils vont attendre tranquillement les retours dans les zones de rechargement. Exemple, c'est ce qu'on avait vu aussi pour Polkadot. Mais Polkadot, c'est pareil. Les zones de rechargement, elles sont ici. On est en plein dedans actuellement. Et on commence à revoir les premières bougies vertes parce que les professionnels, justement, commencent à racheter dans ces zones de rechargement. D'ailleurs, Polkadot, je pourrais refaire une update cette semaine, commence à dessiner des choses vraiment intéressantes. Bon, je retourne sur Solana. Alors, Solana. On est revenu en zone de rechargement. Ok, donc là, je diminue l'unité de temps. On voit qu'en daily, on commence à avoir les premiers W ici. Donc là, c'est bon signe, ça montre qu'ici, on a clairement des gens qui défendent cette zone de prix. Les 90$ sont bien défendus, 80-90$, ça peut être intéressant de les acheter si on y revient. Petit W, ça signifie justement qu'on est en train d'essayer de réinstaurer une petite dynamique haussière ici en daily, donc on peut tenter justement un rebond. Généralement, les rebonds, ça échoue aux environs
du premier arrêt du mouvement entier. Donc on prend 0,382, on regarde où c'est sur les 150 $ environ. On sait qu'actuellement Solana pourrait retourner à 150 $ sans pour autant redevenir bullish à long terme. Ça pourrait simplement être un dead cat bounce pour continuer de poser des bottoms plus bas. Donc je récapitule. Actuellement, CW montre qu'on est en train de réinstaurer une petite dynamique haussière court terme et que donc on a un premier objectif dans les 150 $. Ici, on pourrait retourner à 150 $ tant qu'on ne perd pas cette zone de prix. Si je veux une entrée plus confortable, j'ai juste à attendre un W weekly. Ça met du temps, ça peut mettre plusieurs mois à se poser, mais par exemple, le précédent W qui s'est posé sur Solana, il était ici, il a mis de mai jusqu'à juillet pour se poser, mais bon, le signal a été déclenché ici à 44 $, et donc ça valait le coup de l'attendre, puisque derrière on est monté à plus de 250 $. Et donc là, c'est exactement la même chose. Et si vous regardez également, Solana, lors de sa précédente correction, si vous tracez un fib et vous localisez la zone de rechargement précédente, je vais remettre le fib au même endroit puisque c'était le bottom strict, on l'avait cherché. Hop. Et bien il s'est arrêté où sa correction? Parfaitement en zone de rechargement. Les mèches en zone de rechargement, tout a été racheté. Et donc là, ça peut commencer à être le cas. Mais à ce moment-là, il faut voir une structure qui se forme dans les prochaines semaines, prochains mois pour inverser le M-top qu'on a fait ici. C'est pour cela que ça peut prendre du temps. Le biais est baissier ici. Ça veut aussi traduire un momentum baissier. Vous pouvez aussi utiliser le biais MA13 et MA30. Il est à deux doigts de devenir bearish. Ça voudrait dire qu'on entre aussi dans une tendance plutôt baissière ou dans un momentum baissier plutôt en échelle weekly. Vous voyez ici Solana, il n'a jamais connu un biais bearish. Là, ça pourrait arriver dans les prochaines semaines. Si ça arrive, ça voudrait dire qu'on aura besoin de plus de temps pour repréparer un ATH sur le Solana si on veut en faire un. 2022 consolidation bottom et peut-être 2023 nouvelle ATH pour le Solana. Mais en tout cas, ça vous laissera le temps de potentiellement acheter des bonnes zones. On a déjà connu les bonnes zones la semaine dernière, enfin les 2 dernières semaines et cette semaine aussi, donc depuis 3 semaines, on connaît des bons prix, c'est la zone de rechargement. On a aussi une petite pattern de rebond ici, donc ça aussi également, ça se déclenche. Rappelez-vous, on prend la bougie la plus basse et on attend une cassure de son plus haut. On est en train d'avoir la cassure du plus haut, donc ça aussi, ça pourrait justifier un rebond sur Solana. Mais à l'instant T, ça ne serait qu'un simple rebond. Pourquoi ça? Parce qu'on a besoin d'instaurer au moins un premier W weekly pour réinverser le M weekly qu'on a fait ici. Il se pourrait, et ça c'est la chose la moins probable, mais je vous en parle quand même, ça peut arriver certaines fois, qu'on reparte sur un gros V-bottom, et à ce moment-là qu'on redevienne bullish exclusivement si on recasse les 259 $. C'est assez rare. Généralement, on a le temps de voir la structure. Ici, on l'avait vu par exemple. Ici, en gros, voilà. Ce qu'on a fait précédemment au mois d'octobre, faudrait le revoir ici. Donc je copie, mais ce qu'on a vu là, donc le W qu'on a vu ici, faudrait le revoir plutôt ici. Si je vais mettre en close line, ça se verra beaucoup mieux. Hop, voilà. Vous voyez ici le W. Une fois qu'on a ça, très bien, ça y est. On aura posé un bottom, let's go, on est prêt à essayer de retenter l'ATH. Et donc je remets le fib. Premier objectif sur ce rebond, premier arrêt. On va dire que c'est le premier objectif, hein. Pour l'instant on aura un peu de mal à aller au-dessus je pense. Par contre si on va dessus, là je parle plutôt à ceux qui sont bloqués et qui ont acheté là-bas sans trop comprendre pourquoi, parce que tous vos potes vous ont dit que c'était le futur. Oui c'est peut-être le futur, mais bien évidemment le futur on l'achète en zone de rechargement, on l'achète pas en zone de rechargement de short, ou plutôt on l'achète pas sur les tops quand c'est vertical. C'est ça que je veux dire, c'est que oui le fondamental peut être exceptionnel, mais quand des gros prennent profit à 250, s'ils ont envie de racheter à 80, ils vont racheter à 80. Et c'est comme ça qu'ils accumulent. Ils vendent plus cher et rachètent moins cher, ils augmentent leurs bags et après ça leur permet de vendre encore plus cher sur le long terme, bien évidemment. D'ailleurs, c'est pas parce que Solana il a décoté que le fondamental il est mort, hein. Le fondamental ça n'a rien à voir avec le prix. Le Bitcoin il s'est déjà mangé plusieurs fois dans son histoire des moins 90%, regardez où il en est aujourd'hui. Ethereum pareil, il s'est déjà mangé du moins 70 et du moins 90 les bear markets précédents. Et Ethereum, il a bien tapé 4000, il peut même taper 5000 et même plus haut. Donc Solana, c'est pareil, c'est pas parce que là, plus personne en parle, que l'intérêt a beaucoup diminué et qu'il a décoté, que le fondamental, il est mort, hein. Vraiment, si vous êtes débutant et que vous pensez ça, retirez-vous ça de la tête. C'est justement dans ces moments-là qu'on fait les bons coups et qu'on achète à un bon prix dans les zones de rechargement. Et pour revenir dessus, donc premier objectif 150, par contre, si on pousse plus, un peu comme un Atom qui a vraiment réussi à pousser, mais pareil, il avait fait des M-top, Atom, je reviens dessus. Atom, pareil. Il avait fait ici ce qu'on appelle un M-top, il est juste revenu tester la TH, qu'il n'a pas réussi à breaker, parce qu'ici il y a des gros qui ont distribué et qui continuent de distribuer dans ces zones. Et Atom, il peut ne pas revenir en zone de rechargement, mais idéalement Atom, la bonne zone,
c'est entre 21 et 15 $. On est déjà revenu à 21, ça a été racheté direct. Mais voilà, si jamais voilà, il continue de chuter, si vous pouvez en choper là-bas, c'est très bien. Mais je ferai aussi une mise à jour sur Atom quand ce sera le moment. Mais c'était voilà pour vous remontrer Atom. Solana pourrait refaire pareil, même s'il pousse fort et qu'il revient entre 190 et 220 $. Voyez ça comme une opportunité de prendre des profits. Ok. Et si vous avez acheté bêtement là-bas, bah peut-être de sortir ou de drastiquement diminuer la position parce qu'une entrée là-bas, c'est vraiment pas professionnel. Quand vous achetez des assets qui sont extrêmement paraboliques comme ça, c'est vraiment pas des entrées pro. Ça aussi, c'est une grosse bougie de retournement mensuel, ça c'est très bearish. Là, depuis qu'on est repassé sous les 180 $, ça c'est très bearish également. Donc si jamais on vous fait l'opportunité de revenir entre 190 et 220 et que vous êtes coincé plus haut, voyez ça comme une opportunité de réduire le risque, de vous dire ok, j'ai fait une connerie, j'ai pas acheté au bon moment, et soit j'attends un nouvel ATH qui confirmera que ok, on est bel et bien toujours haussier sur Solana et que donc tout va bien pour Solana, soit j'attends simplement qu'on revienne en zone de rechargement et si on me fait l'opportunité de sortir ici, je la saisis pour pouvoir racheter plus bas. Je vous dis pas qu'on ira à 50 $, mais au moins dans la zone de rechargement, ce sera un bon prix. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, j'ai essayé d'aborder tous les cas de figure, ceux qui auront pu malheureusement acheter au top, ceux qui ont envie d'acheter maintenant, voir les différentes stratégies, etc. etc. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description, en commentaire, il y a des ressources totalement gratuites sur le Discord, donc ça peut vous aider, honnêtement. Ça peut toujours vous aider, il y a des petites ressources gratuites qui peuvent vous aider dans votre trading. Si vous souhaitez rejoindre l'école, bien évidemment, ça se passe en début de mois via le Patreon. Vous pouvez aussi rejoindre via les modalités crypto. Les modalités crypto, c'est quand vous voulez, c'est paiement via Ether, BNB et USDT. Il y a différents réseaux disponibles, tout est expliqué juste ici. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas, les professeurs sont là, on vous répondra. Posez votre question, on pourra vous répondre. Également en commentaire de cette vidéo, si jamais vous avez une question. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quelles altcoins vous voulez que j'analyse en commentaire. Je ferai je ferai les alts qui seront le plus traitées, le plus demandées. Enfin, je traiterai les alts les plus demandées, pardon, je vais y arriver. On s'arrête ici. Bonne journée à vous. On se retrouve demain pour une prochaine update de marché. Ciao, ciao.